Bonjour à tous, moi je m'appelle Valérie, je suis atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos sous une forme hypermobile. Je suis également atteinte d'une leucémie, je suis atteinte voilà, d'autres comorbidités associées. Je suis présidente et fondatrice de l'UNCED, qui est l'Union nationale des syndromes d'Ehlers-Danlos. Maladie génétique rare. Alors pour nous, en tout cas, je vais parler pour les maladies rares et qui sont aussi par le fait pour certains des maladies chroniques. On a la chance d'avoir un plan national maladies rares très bien organisé en France et puis avec des filières maladies rares dédiées et donc des centres de référence et des centres de compétences. Donc pour nous, maladies rares, en tout cas, nos filières ont été très présentes, on les a beaucoup sollicitées, y compris avec nos centres de référence, et on leur a demandé donc de répondre avec nous à des questions sous forme de foire aux questions que nous avons fait remonter, que les malades nous interpellaient sur nos forums. Voilà. Donc pour nous, ce qui a été très clair, c'est que par exemple, notre centre de référence de Garches, on leur a sommé immédiatement d'arrêter leur consultation et de n'avoir que des activités non urgences. Donc ça veut dire que des patients qui attendaient des consultations génétiques depuis plus d'un an, voire un an et demi, ont été mises sur la touche. C'est l'annulation des HDJ. Et puis c'est surtout l'ensemble du personnel paramédical qui a été donc réquisitionné pour travailler dans les services du Covid-19. Il faut savoir aussi que nos médecins, qui sont généticiens à la base, se sont portés bénévoles tout de suite pour travailler en plus les week-ends, le soir. Mais bon, il faut être très clair, la crise a eu un impact très négatif sur nos maladies rares et sur nos maladies chroniques. Ce qui nous inquiète aussi aujourd'hui, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de reprise d'activité, par exemple, pour nos centres de référence. Aucune date n'est fixée pour que le personnel qui est délocalisé dans les services du Covid-19 puisse... Voilà, il n'y a pas de date de retour. Ils sont toujours en train de travailler dans le service du Covid-19. Donc, on est vraiment inquiet et ce personnel-là, il est très fatigué. Ils ont énormément donné aussi pour eux et on est au creux justement de cette première vague où les lits se vident un petit peu en réanimation. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre le personnel dédié dans nos maladies rares, dans nos maladies chroniques, d'une part qu'ils puissent se reposer, parce que ça c'est très important, qu'ils puissent récupérer, parce que s'il y a une deuxième vague, il va falloir qu'ils soient aussi présents. Et puis, je crois qu'il faut qu'on se pose aussi peut-être un petit peu la question, comme quoi on ne peut pas pallier au déficit de certains services en personnel sur les autres services avec des pathologies chroniques ou des pathologies rares. Il faudrait peut-être, si je peux me permettre de le dire, peut-être payer un petit peu plus de personnel hospitalier pour motiver les troupes et puis qu'ils puissent rester travailler à l'hôpital, mais ne partent pas travailler plus dans le privé ou en libéral. Voilà. Voilà, il faut être un petit peu solidaire, un petit peu dans les deux sens. Donc pour nous, les autres malades, en tout cas, il faut qu'on continue nos soins, il faut qu'on continue d'avoir nos diagnostics, en tout cas initiaux, parce que ça peut engager un diagnostic vital et puis ça engage aussi une problématique sur l'administratif, parce que si j'ai mon diagnostic qui est confirmé, je vais avoir toute une prise en charge qui va se mettre en place. Tant que je ne l'ai pas, je reste à la porte et tout est en stand-by. Donc, ça peut avoir des conséquences professionnelles, administratives, familiales, médicales. Voilà. En tout cas, c'est le message qu'on voulait faire passer. Quel plan? Parce que finalement, on a eu un discours qui était le suivant, c'est continuez vos soins, mais où? Parce que les services sont soit fermés, les consultations sont suspendues. Ensuite, on a des infos qui sont collectives, à n'importe quelle personne lambda, c'est appliquer les gestes barrières, limiter vos contacts, et puis consulter vos médecins généralistes ou vos médecins traitants en téléconsultation, qui, pour la plupart, je prends le mien, ne le fait pas. Donc, je vais aller téléconsulter un médecin généraliste qui ne connaît pas mes dossiers médicaux avec mes différentes comorbidités. Et qui va me dire je ne sais pas. Donc voilà, c'est un petit peu des injonctions paradoxales qu'on a, où tout est compliqué dans ces messages qui sont un petit peu politisés aussi à un moment donné. C'est on veut pas faire de boulettes, donc un jour on dit blanc, le lendemain on va dire c'est plus blanc, c'est peut-être un petit peu vert pomme, et on se retrouve nous justement un petit peu paumés dans tout ça. Et puis on nous dit par exemple il ne faut pas mettre de masque. On nous disait il y a 2 mois, ça ne sert à rien, le virus il n'est pas dans l'air, il se transporte
mais pas comme ça. Et puis 2 mois après, on découvre ce virus et puis on fait un rétropédalage et on me dit: «Oui, oui, il faut les masques, ils vont être obligatoires». Alors on n'en a pas, il va falloir en mettre. Ils vont pas vous protéger du virus, mais il faut en mettre. Donc à un moment donné, nous, en tant que personnes chroniques et où on peut avoir un diagnostic vital engagé, on se dit: «Je vais sortir avec mon masque qui va pas me protéger. Qu'est-ce que je fais?» Voilà, ça c'est ce qu'on aurait à dire. Et puis, je voudrais parler aussi du refus de soins parce qu'il y a eu un petit peu les cliniques, les hôpitaux, on a essayé de faire, en tout cas je pense, les malades qui n'ont pas de Covid-19, on les envoie dans un autre établissement pour être pris en charge, pour autre chose. Heu et je vais juste vous expliquer, je me suis fait une luxation de l'épaule, ça fait très mal et donc le 15 m'envoie dans une clinique, je vais à la clinique. Oui, il faudrait passer une écho, il faudrait passer un scanner, mais c'est pas vital. Donc vous rentrez chez vous, on vous sera votre épaule et puis dans 3 semaines, débrouillez-vous quoi, hein, finalement. C'est pas vital, mais ça fait très mal. Donc une épaule luxée, ça doit se remettre en place et j'aurais dû avoir accès à une écho et à un scanner. Ça n'a pas été fait. Donc voilà, il y a toutes ces contradictions où on vous dit: «Allez vous faire soigner», de l'autre côté où on vous dit: «On vous soignera pas parce que c'est pas vital». Voilà, c'est un petit peu le paradoxe de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu la chance donc d'avoir, des téléconsultations en tout cas en tout cas nous dans nos maladies rares. Le centre de référence a pu mettre en place des médecines, en téléconsultation. Alors pas pour poser un diagnostic, hein, parce qu'on peut pas poser un diagnostic comme ça, comme là je vous vois, vous avez peut-être un Ehlers-Danlos. Ça c'est pas possible. Ça serait extrêmement grave. Mais par contre, ça a été possible pour s'occuper de relancer, tous les patients qui avaient déjà été vus, qui attendaient peut-être des résultats génétiques et cetera. Donc ça oui, ça a été extrêmement le numérique a été extrêmement positif et d'un très grand secours, vraiment pour continuer finalement l'accompagnement médico-social et sanitaire. Voilà, l'ensemble des acteurs de soins, que je tiens vraiment à remercier, ont été extrêmement inventifs, très prolifiques voilà, pour partager, créer plein d'outils, des fiches techniques, des vidéos pour de la kiné, psychomote, orthophoniste. Ça, vraiment, ça a été très, très important et on a senti vraiment cette grande mobilisation pour aider et accompagner les patients restés chez eux. Ensuite, il y a eu quelque chose aussi d'important qui a été bénéfique, c'est l'ETP. C'est l'éducation thérapeutique, voilà, qui a reçu un grand élan, bien plus rapidement développé que si l'épidémie finalement n'avait pas été là. Par défaut, on s'est servi de ce numérique-là. Et il faudrait justement que les soignants gardent bien ça en tête pour la suite. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça serait dommage finalement si on revient dans, dans, dans des actions après, on rentre dans la normalité, il faut ne pas oublier le service numérique, toute l'aide que ça peut donner aux malades. Voilà. Maintenant, ces télémédecines, ça met aussi le doigt sur une fracture importante parce qu'il y a ceux qui n'ont pas, voilà, qui ont accès au numérique, qui peuvent, qui veulent et qui sont en capacité de se prendre en charge, d'accompagner leurs enfants, leurs proches, et puis il y a les autres qui, eux, ont moins ou n'ont pas de moyens techniques, et puis ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas la motivation. Donc, eux aussi, voilà, il y a ce double tranchant, et voilà, il ne faut pas oublier les laisser pour compte sur la route. Voilà. Tout simplement, on a la trouille. C'est quelque chose que j'entends, alors déjà moi en tant que malade chronique, mais aussi en tant que présidente d'association. C'est vrai qu'au sein de l'UNCED, j'ai eu beaucoup de remontées de personnes qui me disent: Valérie, on a la trouille. Finalement, on est des personnes fragiles, on est des personnes à très haut risque pour certains. On a des comorbidités parfois importantes et on est donc vraiment concerné par ce virus-là. Et sincèrement, c'est un climat aujourd'hui qui est super anxiogène parce qu'il y a tellement de contradictoires. On en revient toujours à ça. C'est voilà. Alors, il y a aussi ce qui peut interpeller, c'est le confinement. Eh bien, pour nous, ça nous a soulagés parce que on s'est senti finalement mis dans notre bulle et protégés. Mais le déconfinement,
comment nous protéger avec ce déconfinement? Comment on va voir l'avenir alors que, par exemple, la sérologie n'est pas encore fiable? Comment on va nous gérer, nous, en cas de Covid? Il y a de nombreuses précautions déjà à prendre en tant que maladie rare, en tant que maladie chronique, qui sont parfois difficiles à bien mettre en place au quotidien. Et on a ces réponses un petit peu de patients qui nous disent: mais si j'ai le Covid-19, comment est-ce qu'on va vraiment bien me gérer? Est-ce qu'on va peut-être m'hospitaliser ou est-ce qu'on va me mettre un petit peu au rebut en n'étant pas prioritaire? Vis-à-vis du déconfinement, on peut dire aussi que le médico-social n'a pas tous les moyens pour répondre aux questions et aux besoins qu'on va avoir. Ils fonctionnent quand même un petit peu en mode dégradé, ils vont poursuivre un petit peu le téléaccompagnement, mais il faut bien être conscient qu'ils ont un retour partiel euh, au jour d'aujourd'hui et c'est pas suffisant voilà, pour les personnes qu'ils doivent accompagner. Il faut vraiment aussi que les patients soient au courant que cela existe et puis qu'ils aient les moyens de se connecter. Donc on en revient toujours un petit peu à ce genre de je peux et puis moi j'ai pas et je peux pas. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça où il y a encore des dysfonctionnements. Plein en fait. Si je peux, voilà, moi j'aimerais dire des choses. Il y a de nombreux plans qui ont été mis en place en France pour aider tout le monde. Et ça, on ne peut pas le reprocher au gouvernement. Ça, là-dessus, ils sont en train de mettre plein de plans. Là, ils vont donner 200 euros aux étudiants, par exemple, etc. Ça, c'est très bien. Mais quid des personnes qui vivent avec la hache? Parce que la hache, c'est 900 euros par mois. C'est largement en dessous du seuil de pauvreté en France. Il n'y a aucune aide financière pour pallier l'augmentation des courses alimentaires. Il n'y a pas de budget pour acheter des masques. 900 euros, en général, les personnes vivent dans des conditions assez précaires. Donc voilà, là, il n'y a pas de plan d'accompagnement pour les personnes vivant avec la hache. Quid des personnes n'ayant plus d'aide à la personne? Parce que souvent, pendant le confinement, les aides à la personne n'avaient pas de masque ni de tenue de protection, encore moins quand elles sont indépendantes. Quand elles sont sur des structures, il y a pu y avoir. Mais moi, je prends par exemple sur des personnes qui sont indépendantes, qui viennent à domicile, il n'y avait rien jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était trop compliqué. Donc c'est l'aidant familial qui prend le relais. C'est la peur aussi de voir revenir son aide à la personne à son domicile, parce que même si elle n'a pas de fièvre, elle peut être asymptomatique. On est bien d'accord. Donc elle peut aussi me contaminer. Il y a aussi qu'est-ce que je pourrais vous dire plus? Quid de la peur des traitements? On nous a aujourd'hui, on entend beaucoup, il y a une pénurie de médicaments. Est-ce que moi, mon médicament que je prends tous les jours pour ma leucémie ne serait pas peut-être arrivé en rupture de stock parce que ça vient peut-être de Chine, je ne sais pas. Donc voilà, je me pose un petit peu toutes ces interrogations-là. C'est humain parce que c'est un traitement. Voilà, je prends du Voltaren et on me dit qu'il ne faut pas en prendre. Est-ce que je continue mon médicament? On me dit que oui, mais en même temps j'ai peur. À chaque fois que je vais l'avaler, je me dis que si je dois attraper le Covid-19, je vais peut-être aggraver mon état de santé. J'aimerais aussi parler quid des aidants qui sont débordés, qui sont inquiets de ramener le virus à la maison, qui remplacent les aides à la personne, qui remplacent le kiné, qui remplacent les ergots, qui remplacent les orthophonistes pendant le confinement et pendant le déconfinement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil, c'est ce que je disais. J'ai ma kiné qui a recommencé hier. Elle est très inquiète parce qu'elle me dit, si j'ai un patient qui a le Covid-19, si je suis asymptomatique, je vais peut-être te ramener le Covid-19 à la maison et je vais peut-être te contaminer. Donc, il y a toujours ce scénario-là. J'ai envie de recommencer à vivre. J'ai envie de recommencer à me faire suivre, de me faire soigner. Et en même temps, j'ai toujours cette interrogation de contamination sur les porteurs asymptomatiques. Et puis, il y a tout cet imbroglio autour de la reprise de l'école, des transports. Finalement, ce déconfinement, il est quand même un peu source d'angoisse pour nous parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Je pense que personne n'a toutes les réponses. Et puis, je voudrais aussi te dire, personnes qui ont vécu le confinement comme une punition ou qui ont eu du mal, euh, souvent quand on est malade chronique, quand on est voilà, des maladies rares, le confinement, c'est souvent malheureusement notre quotidien. Moi, je peux dire que je vis pratiquement confinée depuis des années.
Il y a des fois, je sors et je vois que j'ai une maison qui a été construite, qui est en fin de construction à côté de chez moi. Je dis: «Tiens, ça fait 4 mois que je ne suis pas sortie de la maison», ou quand je sors, c'est uniquement pour mes rendez-vous médicaux. Donc notre quotidien, nous, c'est souvent ça, c'est finalement une espèce de confinement et on gère très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on ne gère pas, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur et qui peut vraiment aggraver notre état de santé. Et aujourd'hui, c'est un risque majeur et nous savons que nous devrons encore limiter nos contacts, appliquer ces fameux gestes barrières, y compris pour la cellule familiale, car la confiance au jour d'aujourd'hui n'est absolument pas rendez-vous pour ce 11 mai. Voilà.